بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ها نحن نلتقي في هذا الفضاء الثقافي العلمي في هذه القاعة في حلتها الجديدة، ونستضيف اليوم الأستاذ الدكتور هرموت ألسنهانس، وهو أستاذ ألماني الجنسية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لايبزيغ، وأيضا عضو الجمعية الألمانية للاقتصاديين. وقد نال للإشارة إن الأستاذ هرموت ألسنهانس نال درجة الدكتوراه بأطروحة في موضوع حرب الجزائر التحريرية سنة 1974. وقد ترجم هذا الكتاب أو الأطروحة التي هي أطروحة ضخمة عدد صفحاتها تقريبا 1000 صفحة، ترجم إلى الفرنسية ونشر سنة 2000. وقد حيا المؤرخون الفرنسيون والأساتذة منهم أجرام، منهم جيلبير ميني، منهم غرانغيوم هذا العمل الضخم الذي كان أو الذي هو يعني يحتوي معلومات جديدة وكذلك مراجع كثيرة. ولكن طبعا هذه الأطروحة لم تكن في متناول الجمهور الواسع، ولهذا فيما أظن الفكرة أتت من السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لما التقى بالأستاذ وطلب منه أن يلخص هذا العمل في كتاب يضعه في متناول الجميع. وهذا الكتاب قام أيضا الأستاذ بهذا العمل، وهذا الكتاب قد صدر هذه السنة وهو معروض في صالون الكتاب الدولي في دار النشر قصبة، وعنونه الأستاذ l'échec de la colonisation française en Algérie. هذا هو الكتاب. والأستاذ هرموت كما يتبين فيما بعد في محاضرته له مقاربة اقتصادية أكثر منها يعني تاريخية للمشكل القضية الجزائرية وللسياسة الفرنسية في هذا أثناء الحرب التي قامت بين الجزائريين بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا. وبدون إطالة أطلب منه أن يتناول الكلمة. À vous la parole, monsieur le professeur. Merci. Vénérable Cheikh Bouamran, chère assistance, je suis très honoré d'être invité ici. Merci beaucoup de l'accueil. Je voudrais brièvement vous montrer pourquoi la guerre d'Algérie a duré tellement de temps, malgré le fait que dès le début, il était clair que la France la perdrait. C'est l'argument principal. La guerre est
dans le cadre d'un système international où la France n'est plus une grande puissance. La France va donc s'adapter à ce que ses alliés lui imposent. Pour les États-Unis, le contrôle colonial d'autres territoires n'est pas la solution pour exercer leur domination. Ils peuvent bien accepter l'indépendance nationale pourvu qu'elle soit dans des formes qui puissent leur permettre leur domination. Ils sont en compétition avec l'Union soviétique et dans cette compétition, chacune des grandes puissances va essayer de trouver des partenaires dans des pays en libération qui sont plutôt favorables à eux. Pour les États-Unis, des nationalistes aussi pro-occidentaux que possible, exemple Bolivar. Pour l'Union soviétique, des nationalistes aussi extrêmes que possible. On pourrait y nommer par exemple les gens de l'Irak, Qassim, au moment de la révolution irakienne. Il y a une conviction unanime à ce moment-là, et cette conviction est: la France ne peut pas garder l'Algérie en dehors de la France. Ni en Allemagne, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, il y a des groupes importants qui croient que la France puisse garder l'Algérie. L'Angleterre a décolonisé, l'Allemagne n'a pas décolonisé, les Américains, si vous regardez les rapports secrets de la CIA, c'est tout à fait clair. On sait que l'Algérie n'est pas la France. La France va donc trouver quelque chose dans un environnement où l'on ne croit pas que l'Algérie serait la France. Donc la France va faire quelque chose pour qu'on puisse prouver que l'Algérie serait la France. Et c'est très difficile. Donc nous avons pendant 2 années, jusqu'au milieu 1957, aucune politique cohérente française. Il y a beaucoup de propositions, etc. Mais il y a une position négative. L'Algérie est non pas partie intégrante de la France, c'est-à-dire il ne faut pas faire l'intégration et l'Algérie ne doit pas être indépendante parce qu'il y a une minorité européenne que la France veut protéger en s'érigeant en arbitre de la politique algérienne. Vous voyez ces positions le plus clairement dans les différents efforts de faire une loi cadre. Cette position restera celle de la France jusqu'à la fin 1959. C'est-à-dire, le 13 mai ne change pas les préférences françaises. Le 13 mai change autre chose dont je parlerai. La France ne s'occupe pas vraiment de l'Algérie jusqu'en 1957 sur le plan politique. Je ne dis pas qu'elle ne fait quelque chose à la loi, son armée, etc. Mais elle n'a pas une perspective claire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité en France en faveur de l'évolution en Algérie, qui n'est pas la majorité décisive pour l'objet prioritaire de la France, c'est-à-dire réussir l'intégration européenne. L'aile marchande du capitalisme français est orientée dans les années 56-57 à réussir le marché commun, ce qui est devenu après l'Union européenne. Et les communistes en France veulent exactement bloquer cela. Donc, les partis du centre, dont une partie notable en favorable à une évolution en Algérie, non pas à l'indépendance, mais à une évolution, ces partis ne sont pas prêts à collaborer avec le Parti communiste. Puisqu'il y a ce blocage, il y a en France un pourrissement successif. Il y a une opinion qui refuse l'indépendance, mais aussi la prolongation de la guerre à outrance, mais qui ne peut pas trouver une expression dans l'espace public. Il y a donc toutes sortes de malaises, mais pas véritablement une organisation en faveur de la paix en Algérie. Il y a
cette opinion se développe dans la direction de devenir de plus en plus maussade, parce que dans l'année 1956, on nous avait promis que la guerre d'Algérie durera peu de temps. Si vous prenez quelqu'un qui est hors de doute sur son engagement pour la révolution algérienne, M. Pierre Vidal-Naquet, il avoue dans l'entretien que j'ai publié ici en Algérie, qu'il pensait qu'il fallait faire vite avec cette guerre pour éviter tous les tracas que l'on a eus ultérieurement. Quand l'espoir de finir tôt finit, il y a la campagne contre la torture. C'est-à-dire, on savait la torture pertinemment avant. Mais par esprit patriotique, ceux qui étaient au pouvoir, prenez par exemple le rédacteur en chef du journal Le Monde, ne parlait pas. Mais quand l'espoir de pouvoir terminer le guerre d'Algérie finit, il y a soudainement l'argument humanitaire. Il n'y a pas encore la négociation avec les FLN. Si vous regardez les slogans, même le Parti communiste, c'est encore paix en Algérie. Ces incertitudes ont créé en France l'espace public pour que l'armée fasse sa propre politique. L'armée, comme toute armée, s'invente ses convictions quand il n'y a pas les directions politiques, et ces convictions consistent à nous devons développer un programme pour maintenir l'Algérie française si les hommes politiques ne sont pas capables, et ils développent l'idée d'intégration et l'analyse de la guerre anti-subversive. L'opération est intelligente parce que la théorie de la guerre anti-subversive permet de dire que les préférences révélées des gens ne sont pas leurs vraies préférences parce que les gens ont été les victimes de la subversion, qu'une force extérieure a les fait croire qu'il faut faire autre chose que ce qu'ils l'ont vraiment voudraient, c'est-à-dire se rallier à la France. Donc, il y a une infection de la société par des minorités agissantes, et l'armée française a alors l'obligation de protéger la société musulmane, je dis bien algérienne musulmane, contre ces agitateurs, de les organiser et de leur permettre un engagement aux côtés français. Je pense que c'est une description de ce qui se passe avec l'armée française, ce qu'elle fait en Algérie. Cette politique de l'armée française n'est pas voulue par la métropole française. Et je vais vous montrer maintenant quelles sont les résistances. Je vais parler d'abord aux intérêts économiques. France est un pays capitaliste, ceux qui ont une influence importante, c'est le groupe capitaliste. La guerre d'Algérie n'est pas une entreprise de groupe capitaliste français. L'Algérie, je laisse de côté parce que je parlerai plus loin du pétrole du Sahara. L'Algérie est un pays relativement pauvre en ressources minérales par rapport à la Tunisie et au Maroc, et surtout aussi des pays de l'Afrique noire. Dès que l'on se décide à lâcher la Tunisie et le Maroc, la défense des intérêts français au Maroc et en Tunisie va dépendre du climat politique. Un climat politique qui va se détériorer plus que l'on fait la guerre d'Algérie. En parallèle, la même chose avec l'Afrique noire. Si l'on veut développer l'Afrique noire, il faut que la guerre d'Algérie finisse. Et dans ce développement des ressources minières et économiques de l'Afrique noire, la France va collaborer avec les autres puissances colonialistes. À partir de 1945, nous n'avons plus des impérialismes nationaux qui rivalisent entre eux. Nous avons un gros toit américain
et des larges alliances transnationales. Les groupes français, même publics, qui sont actifs au Sahara, sont actifs en association avec les Américains et avec les Allemands, etc. Or, comme je vous ai dit, ces autres pays ne croient pas à l'Algérie française, et si la France veut qu'ils s'engagent et mettent de l'argent, la France va promettre que l'on va trouver une solution qui va dans la direction de l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir en arrière sur cela. Ceci est surtout vrai pour le Sahara. Dans le Sahara, vous avez un national pétrolisme français, c'est-à-dire vous avez beaucoup de compagnies françaises. Mais non pas parce que la France veut garder le pétrole saharien pour elle-même, mais parce que le reste ne veut pas s'y engager. Les Américains ne veulent pas aller au Sahara avant que la question du statut politique de l'Algérie ne sera pas bien établie. Donc, il faut chercher de l'argent en France, les petits contribuables, les petits épargnants, etc. Et ça crée cette illusion d'un pétrole national français au Sahara. Ce qui arrive, c'est que ce pétrole, comme tous les pétroles, n'est pas approprié à un seul marché. Le pétrole saharien a une très grande qualité, mais le pétrole saharien est extrêmement léger et nous sommes dans la période où on remplace le charbon par le fioul, donc il faut vendre le pétrole saharien sur l'ensemble du monde occidental et l'échanger contre le fioul lourd. Et donc le pétrole devient un motif pour devenir international, pour lâcher une Algérie française et arriver à une situation néocoloniale. Ceci vaut aussi, mais dans des connotations différentes, pour le problème de la défense. Dans le monde d'après 1945, des fantassins capables de marcher dans le djebel algérien, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la force nucléaire, et la France ne peut pas se permettre de deux choses. Donc il faut opter pour la force nucléaire si on veut rester une grande puissance. Et en plus, la France ne peut pas avoir toute la gamme des moyens nucléaires, mais seulement de dissuasion massive. On ne peut pas dissuader un ennemi avec le suicide d'un pays en disant si vous m'attaquez, moi je vous attaque même si je me suicide. Si l'on veut protéger un territoire dépendant, on ne peut pas utiliser la dissuasion massive en faveur de l'Empire, mais seulement en faveur du sanctuaire français. Donc, les situations géopolitiques militaires nécessitent de réduire l'engagement français outre-mer, de trouver des élites locales dans les pays d'outre-mer qui sont prêts à entretenir des relations amicales avec la France et non plus des relations de dépendance politique. Tout cela va être dépendant d'un autre facteur. La France ne veut pas l'intégration, mais la France veut éviter l'humiliation après 40, après Dien Bien Phu. Je ne veux pas insister trop parce qu'on m'a dit d'être à 20 minutes et je suis encore dans le temps. Je sais ce que je vous dis sur ce point-là, c'est il faut trouver un moyen pour que la France puisse sortir de la guerre d'Algérie sans se sentir humiliée. Et voilà, c'est le rôle de Gaulle. C'est-à-dire, il va aménager la fin de la guerre d'Algérie de manière à ce que Michel Debré dise dans la réunion du Conseil ministre important, nous avons finalement gagné une victoire sur nous-mêmes. Que ce soit idéologique, c'est une autre chose. Je vous explique comment les choses sont agencées. Non pas si les choses sont tout à fait correctes par rapport à ce qui se passait dans la réalité. Il y a trois mécanismes importants qui prolongent, qui intensifient ce virement. La première est, il y a en France un sentiment que la France peut rester la France si elle n'est pas comme l'Allemagne, si elle n'a pas la charge des crimes des nazis. Donc il faut absolument éviter
d'augmenter dans ce sens-là. Et donc il y a une ferveur patriotique de gauche qui dit il faut éviter, disons, les bavures en Algérie. C'est beaucoup plus large que par exemple aux États-Unis pendant la guerre au Vietnam. Prenez un notaire comme Pierre-Henri Simon, qui est un officier de droite, mais qui est contre la torture. Je pourrais citer beaucoup d'autres. La deuxième chose est, la guerre d'Algérie est menée par la France sans faire payer le public français. Ce n'est pas l'argument qu'elle est trop chère, mais l'argument que la France ne veut pas la payer. Le gouvernement socialiste, donc, procède à l'endettement. Si on peut faire ça pour un temps, mais pas indéfiniment. Alors ce qui arrive, c'est que De Gaulle augmente les taxes parce qu'il veut que la France, sur le plan international, ne devienne pas dépendant d'organismes de financement extérieur. C'est le plan Pinet, c'est toute la politique de début 59. Et la troisième chose est la France a de moins en moins de recrues, donc il faut mobiliser les étudiants à qui on avait donné des sursis, et les étudiants ne veulent pas aller à une guerre dont eux pensent qu'elle est perdue aussi, la plupart d'eux. Donc vous avez trois mécanismes, une question sociale, une question humanitaire, une question de jeunesse qui milite contre la guerre d'Algérie, et ça trouve son expression la plus condensée dans les contacts que l'UNEF va prendre avec l'UGMA en 1960. Et l'UNEF est capable de rallier autour d'elle toutes les organisations de gauche, au-delà de la fissure entre le Parti communiste et le reste. De Gaulle, le discours du 16 septembre ne cristallise que ces choses-là. De Gaulle dit « Je préfère la solution intermédiaire, je refuse la solution de l'indépendance et la solution de l'intégration. » C'est ce que je vous ai dit, c'est en parfaite convergence avec ce que l'opinion française pense. Contre cela, l'Algérie française va se mobiliser, mais c'est très différent de la 4e République. Dans la 4e République, vous pouvez être une minorité bien établie dans le rouage de l'État et bloquer toute évolution. Dans la 5e République, vous devez avoir une majorité positive pour votre politique parce que le président est tellement puissant qu'il peut briser ses alliances, ses mafias à l'intérieur de l'État. La première chose qui est rarement décrite dans l'historiographie, c'est d'octobre 59. Les députés Algérie française, tous élus après mai 58, tous Algérie française du côté de la droite, veulent faire la révolution contre De Gaulle. Et ils l'abandonnent parce que la plupart des députés réalisent que l'opinion française les a élus parce qu'ils étaient pour De Gaulle, mais non pas parce qu'ils étaient pour l'Algérie française. Et pour un député, être certain de perdre sa circonscription est des menaces importantes. Donc, le putsch de l'Algérie française sur le plan politique comparable au 13 mai n'a pas lieu. Et des attardés qui n'avaient pas compris font les barricades, qui, puisqu'ils n'ont pas une base à Paris, sont perdus d'avance. Mais ce qui arrive avec les barricades, c'est que l'opinion française prend soudainement conscience qu'il y avait une menace sur les institutions. Et les Français d'Algérie sont catapultés hors de la société politique française. Si vous regardez, toutes les organisations politiques françaises avaient une branche algérienne. Il y avait une branche algérienne de la SFIO, du MRP, une branche algérienne des différents syndicats français. Tous ces groupes doivent ou bien s'incliner devant la politique d'ouverture dans la négociation de leurs organisations nationales ou doivent quitter les organisations nationales et rester des minorités établies seulement en Algérie.
L'opinion va alors réaliser une chose, c'est que il n'y a pas de solution en dehors du FLN. Évidemment, si l'on ne peut pas sérieusement penser que l'on peut faire l'intégration, il y a seulement une solution avec le FLN. Et maintenant, il y a un processus de l'opinion. Comment allons-nous faire une négociation serrée avec le FLN? Ce sont les différents discours du général de Gaulle que vous observez, dont le discours le plus important pour cette sorte de processus, c'est le discours du 4 novembre 1960, où il y aura la République algérienne qui existera un jour. Tout le reste n'est pas important. Ça veut dire, c'est le signal. Nous, en France, nous sommes prêts à négocier avec vous sur l'indépendance de l'Algérie. Et le reste, par exemple, le statut de l'Algérie, cette loi qu'il fait sur l'autonomie de l'Algérie, sont toutes ces choses uniquement pour se créer une situation de négociation où il peut dire aux négociateurs du GPA, j'ai encore une autre solution, j'ai les élus, je vais parler avec d'autres gens si vous ne voulez, mais c'est uniquement un pouvoir de pression. Alors, De Gaulle va explorer ce qui est possible. Vous pouvez voir ça dans le développement des négociations à partir de janvier 60, en réalité à partir de janvier 61, de décembre 60. De Gaulle va explorer qu'est-ce que le FLN est prêt à concéder comme protection des intérêts français. Vous voyez la différence essentielle avec Melun. Avec Melun, De Gaulle pense que lui peut encore imposer une solution qui aurait une majorité en Algérie contre le FLN. C'est pour ça qu'il fait échouer Melun. À partir des manifestations de décembre 60, le véritable Dien Bien Phu français dans la guerre d'Algérie, De Gaulle sait qu'il n'y a pas de possibilité de trouver un interlocuteur valable en Algérie en dehors du GPA, que tout le reste, c'est le maintien des formes. C'est-à-dire, on va parler aussi avec le MNA, mais à côté. Hein. Et si le FLN dit vous lui donnez une dimension trop importante, on va l'abandonner, des choses comme ça. Bon. De Gaulle est vous se posez maintenant la question, quand De Gaulle a compris qu'il fallait donner l'Algérie française, là il y a en France une discussion importante dont la véritable importance consiste dans le fait qu'elle ne comprend pas De Gaulle. De Gaulle est un général qui mène une guerre. Un général pense c'est ce qui est possible. Il va réagir dans cette tactique à l'évolution de la situation. Il a un grand but. Ce but-là de général de Gaulle dans la guerre d'Algérie est sauver la France, obtenir le maximum. Mais comment et quel est le maximum? Il le définit comme un général en guerre. C'est-à-dire, si l'on ne peut pas faire l'invasion de la Grande-Bretagne, il faut quand même défendre la France. C'est si simple que ça. Donc, De Gaulle veut la solution la plus française, et le point où il était le plus sincère dans mes yeux était après les barricades où il a dit aux officiers: comment pouvez-vous douter que moi je veux la solution la plus française? Mais la question est, quelle est la solution la plus française? Et ça, il y a l'évolution. De Gaulle comprend que la solution la plus française, c'est la coopération avec le FLN, l'indépendance, dans l'association, dans la coopération. Si vous regardez les mots qu'il va choisir, c'est toujours la même chose. Nous voulons que le FLN trouve la solution avec nous, parce que l'avantage, le prix que le FLN va payer est la France, malgré étant victorieux par les armes dans un sens étroit du terme, a dû concéder pour des raisons politiques l'indépendance de l'Algérie, mais en faisant cela, la France a fait preuve d'un réalisme qui lui permet d'être la puissance impérialiste la plus proche des révolutionnaires du tiers-monde dans le club occidental. Là, j'ai fait une petite excursion.
C'est la seule chose que De Gaulle véritablement veut, c'est-à-dire hausser le rang de la France au niveau des autres grands occidentaux. En 1958, il veut l'égalité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne et les deux refusent nettement. À partir de ce moment-là, il comprend qu'il faut être le pays leader de l'Europe. M. Adenauer l'ici, parce que ça correspondait aussi aux intérêts allemands. Et il complète ça dans une perspective vague d'Euro-Afrique que vous voyez plus tard dans les accords d'association avec l'Afrique, complète cela avec un rôle spécifique de la France. C'est pour ça que l'on va aller à Phnom Penh, c'est pour ça que l'on va rompre finalement avec Israël et prendre le côté arabe dans le conflit palestinien, etc. C'est-à-dire, la manière de faire la paix en Algérie devient un atout pour obtenir cela. Et le FLN n'a aucune raison de ne pas le laisser cela parce que ça donne à l'Algérie un accès spécifique au camp impérialiste. Parce que l'Algérie est aussi le porte-parole du tiers-monde en ébullition. L'Algérie peut être aussi dire, nous, à la différence de vous, Sénégalais, nous ne sommes pas considérés comme des bénévoles, nous sommes considérés comme des révolutionnaires avec lesquels ils parlent. Donc là, il y a une convergence d'intérêts. Ça conduit à une alliance objective entre les nationalistes laïcs en Algérie et dans le tiers-monde et l'impérialisme français que vous voyez finalement jusque dans les années 90. C'est-à-dire quand même plus large. C'est-à-dire la France maintient la stratégie de ces nationalistes laïcs d'augmenter leurs ressources sur le plan de l'assistance financière extérieure et des prix des matières premières, notamment dans les crises pétrolières. La France est la plus favorable aux pays arabes dans ces questions-là, parce que la France va tirer le maximum de commandes à partir de ces monnaies supplémentaires, notamment si ces pays achètent des armes. Plus que les pays achètent des armes, plus ils vont regarder que ce sont des pays politiquement sûrs. Et la France, à partir de son profil, est donc un fournisseur plus fiable que les États-Unis. Donc, il y a une alliance entre la France et ses forces dans le tiers-monde. Ça fait que la France, dans les années 80, perd de son influence, parce que dans les années 80, l'échec de ces nationalistes laïcs d'utiliser la rente pour le développement économique, il ne suffit que regarder en Algérie la période post-comédienne, l'échec d'utiliser la rente pour un véritable développement fait monter les nationalistes culturels, c'est-à-dire les islamistes partout, différentes tendances, etc. Et la France n'a pas un contact avec ceux-là. Je conclue. Ce que je vous ai montré, c'est un agencement de différentes structures et de différents éléments d'une manière très malheureuse qui fait que les différents acteurs puissent percer sur les véritables intérêts seulement après un long processus. En France, parce qu'on a laissé se développer l'armée et toute son institution politique sur cela, bloquer les évolutions de l'opinion, et ça explique parce que pourquoi ça a duré tellement long. Il y avait en France des chefs militaires qui en 1956 avaient dit qu'il faut se replier de l'Algérie, occupons les centres de population algérienne de la côte, attendons et négocions avec le FLN sur des questions que le FLN n'a jamais mis en question. C'est-à-dire le FLN est toujours prêt à négocier sur le statut des Européens, sur le droit de rester en Algérie, des choses comme ça. Donc, la France n'a pas amené le FLN à changer sa position sur ces affaires-là. Mais la France a eu un cheminement très tordu
vers cette situation, finalement, parce que le fonds néocolonialiste qui avait compris, dans le cas de la Tunisie et dans le cas du Maroc, qu'il fallait négocier, était très faible dans l'affaire algérienne, parce qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt économique en Tunisie et au Maroc. Je vous remercie, j'espère que je n'étais pas trop rapide, mais on m'avait dit que je ne devais pas être trop rapide. Merci, professeur, de cette brillante conférence. Néanmoins, permettez-moi de faire quelques remarques à titre personnel. À mon avis, vous avez occulté un peu, même beaucoup, le rôle, le combat des Algériens pour l'indépendance et tout le travail militaire, diplomatique et politique qu'a entrepris le FNL pendant toute cette guerre. Néanmoins, vous avez choisi une approche, disons, économique et vous avez votre point de vue.